8. Sénateur Gignac and honorable colleagues, c'est le premier discours du sénateur Gignac en cette chambre. Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je propose que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois. Le sénateur Gignac propose, appuyé par l'honorable sénatrice Bovy, que ce projet de loi soit lu une deuxième fois en débat. Sénateur Gignac. Merci, Madame la Présidente. Honorables sénatrices et sénateurs, je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui en tant que parrain du projet de loi C8 portant exécution de certaines dispositions de la mise à jour économique et budgétaire déposée le 14 décembre 2021. En même temps, comme vous l'avez signalé, mon intervention représente ma première allocution officielle depuis mon assermentation ici, en novembre dernier. Donc, permettez-moi, avant d'aborder les grandes lignes de ce projet de loi, d'expliquer un peu mes motivations à me joindre ici au Sénat et de partager possiblement quelques réflexions sur la situation économique au pays. Tout d'abord, il semble que le déclenchement de crise mondiale éveille en moi un appel irrésistible de venir travailler ici à Ottawa pour me mettre au service des Canadiens. En fait, ma première expérience de travail dans la capitale nationale remonte au début de la crise financière en 2008-2009. Alors que le système financier mondial souffrait de l'éclatement de la bulle immobilière américaine, je suis venu ici en septembre 2008 rencontrer le greffier du bureau du conseil privé de l'époque, M. Kevin Lynch, pour me laisser convaincre de quitter mes fonctions d'économiste en chef à la Banque nationale et devenir un conseiller spécial au ministère des Finances. Guess what? I've never regretted it. On the contrary, I felt a lot of satisfaction, even if the days could be as long as the crisis was serious. What a privilege for me to rub shoulders on a regular basis with Minister of Finance at that time, the late and honorable Jim Flaherty, the Governor of Bank of Canada at the time, Mark Carney, and the current Governor of the Bank of Canada, Tiff Macklem, then Associated Deputy Minister in the Department of Finance. What an honor to have also been designated by the Privy Council Office as Canada official representative on one of the 4 G20 working groups created at the Washington Summit. I therefore want to take advantage of this forum to publicly thank the former Prime Minister of Canada, the Right Honourable Stephen Harper, and the Honourable Jim Flaherty for their confidence in me and this unique opportunity to represent Canada during the early work for the G20 Leaders Summit. Honorables collègues, alors que j'occupais le poste de gestionnaire de portefeuille économiste en chef au groupe financier Industriel Alliance, le déclenchement au printemps 2020 de cette crise sanitaire mondiale et ses impacts sans précédent sur les finances publiques ont de nouveau éveillé en moi ce désir irrésistible de revenir ici à Ottawa. Mais comment faire cette fois-ci? Alors, ma charmante épouse Jocelyne Duval, partenaire de vie depuis plus de 45 ans, et mes 3 enfants m'ont suggéré, pourquoi pas soumettre ma candidature pour devenir sénateur en complétant le fameux formulaire prévu à cet effet sur le site Web, puisqu'il y avait 3 postes disponibles pour sénateur du Québec. Donc, quelle joie et quelle fierté en même temps, éprouvée à la fin de juin 2021, lorsque j'ai reçu ce fameux appel téléphonique du premier ministre du Canada pour confirmer ma candidature, avait été retenue par le comité indépendant de sélection pour devenir sénateur du Québec. Je tiens donc à remercier le très honorable Justin Trudeau pour sa confiance et cette opportunité unique d'être ici parmi vous, et cela au service des Canadiens. Je tiens d'ailleurs à remercier mes 3 répondants, soit Mme Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, et l'honorable Jean Charest, ex-premier ministre du Québec, pour avoir endossé ma candidature
et soumis leur lettre de recommandation au comité indépendant de sélection. Honorables collègues, je tiens également à tous vous remercier pour votre chaleureux accueil ici au Sénat. Les discours de bienvenue des leaders des 4 groupes reconnus en cette Chambre et ainsi que le discours du sénateur Marc Gault le jour de mon assermentation resteront à jamais gravés dans ma mémoire et je les en remercie. Un merci tout spécial à mon cher parrain, le sénateur Dennis Dawson, pour ses sages conseils et son aide précieuse depuis ma nomination au Sénat. Chers collègues, je crois beaucoup en l'utilité du Sénat comme composante de notre Parlement et contrepoids à la Chambre des communes pour y protéger les droits des minorités et des groupes sous-représentés dans notre société. Bien que notre responsabilité première est de porter un second regard au projet de loi du gouvernement, je suis enthousiaste, moi aussi, à l'idée de lancer un jour ma propre initiative législative. In the meantime, and to be perfectly honest, I'm not yet very familiar with all the procedure prevailing here in the upper chamber. Despite my experience as a politician of nearly 4 years at the National Assembly of Quebec, I realize that there is still a lot to learn. This is, no doubt, partly why I agreed to sponsor Bill C-8. After all, as the old saying goes, you learn to swim by jumping into the water. Personnellement, je crois beaucoup en l'idée de cette deuxième chambre non organisée de manière partisane et indépendante du parti formant le gouvernement. Tel que mentionné au premier ministre canadien, très honorable Justin Trudeau, lors de notre conversation téléphonique l'été dernier, je ne serais sans doute pas ici avec vous s'il n'avait pas eu cette réforme de 2015. Ayant déjà vécu l'expérience parlementaire à l'Assemblée nationale, je n'aurais pas eu le goût de tomber dans des débats partisans. Chers collègues, après à peine quelques mois parmi vous, je préfère de loin le ton des débats, en général serein, ici, et respectueux, tenu dans cette Chambre, qu'à celui observé à l'autre endroit, comme le veut l'expression. Une simple comparaison entre les 2 chambres du Parlement quant à la nature des questions posées aux divers ministres du gouvernement en sont une illustration parfaite. Parlant d'indépendance face au pouvoir exécutif, laissez-moi exprimer publiquement mon support à ma collègue, la sénatrice Marshall, quant à la nécessité de revoir éventuellement les courts délais imposés au Comité des finances nationales pour approuver les dépenses principales et supplémentaires du gouvernement. On se sent vraiment bousculé. Avoir à peine quelques jours en comité sénatorial pour approuver des dizaines de milliards de dépenses du gouvernement me semble tout simplement déraisonnable et peu respectueux à l'égard de notre mandat de second regard de la gestion des finances publiques. À titre de membre du sous-comité directeur de ce comité sénatorial sur les finances nationales, ma collègue sénatrice sait qu'elle pourra compter sur mon appui dans la recherche de solutions constructives et non partisanes pour mieux assumer notre rôle de sénateur. I strongly believe in teamwork and count on your collaboration to help me as I assume my new responsibilities. As well-known expression goes, what you see is what you get. I therefore ask that you not be shy about making suggestions to me in order to improve myself in the discharge of my duties. Honorables sénatrices et sénateurs, je sais que la barre est haute pour moi, à titre de nouveau sénateur du Québec et 11e représentant de la division sénatoriale de Kennebec. En effet, mon prédécesseur était l'honorable Serge Joyal, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger tout juste après ma nomination, et que je salue au passage. Soyons clairs,
Même si j'ai l'honneur de lui succéder pour représenter cette division sénatoriale au Québec, je n'aurai jamais la prétention de le remplacer en cette Chambre, n'ayant ni ses compétences juridiques, ni même la maîtrise de son art oratoire. Néanmoins, en m'inspirant de son ouvrage publié en 2005, « Protéger la démocratie canadienne », et de ses actions pour protéger les droits des minorités et défendre le sort de la langue française, j'aspire contribuer de façon constructive et à ma façon aux travaux du Sénat. Collègues, je ne suis pas un spécialiste en santé publique et ne ferai pas de prédictions sur la durée de cette pandémie ou sur le nombre de potentiels de variants subséquents pouvant revenir. Tout au long de ma carrière d'économiste, je me suis plutôt intéressé à la santé de nos finances publiques en tant qu'économiste et la façon dont nos banques centrales conduisaient leur politique monétaire. Sur ce dernier point, ne soyez pas surpris si je suis très vocal et critique ces temps-ci sur la place publique, sur la façon dont nos banques centrales se sont comportées au sortir de cette pandémie pour contrôler cette poussée de l'inflation. La Banque du Canada et sa contrepartie, la Réserve fédérale, ont gardé le pied sur l'accélérateur beaucoup trop longtemps avec leurs assouplissements quantitatifs en 2021, fait une mauvaise lecture l'été dernier de la situation avec leur soi-disant inflation transitoire et surtout trop tardé à se mettre en branle en début d'année avec des hausses de taux d'intérêt. Comme l'illustre la chute marquée des marchés financiers depuis le début de l'année, on assiste à une perte de confiance des investisseurs en la capacité de nos banques centrales de contrer l'inflation sans engendrer de récession. Sans vouloir ici accréditer toutes les décisions prises par nos différents paliers de gouvernement au pays, la responsabilité première de notre Banque centrale est de maintenir la stabilité des prix, non pas de lutter contre les inégalités sociales. Traditionnellement, Madame la Présidente, la politique budgétaire et fiscale est la mieux placée et nettement mieux placée que la politique monétaire pour cibler une reprise inclusive. À cet égard, avant d'aborder plus en détail le projet de loi C8, permettez-moi de revêtir mon habit de spécialiste en finances publiques, ayant participé pratiquement à chaque année depuis 1995 aux consultations budgétaires du ministre fédéral des Finances auprès des économistes en chef du pays. C'est une tradition qui a été amorcée par le ministre des Finances, le très honorable Paul Martin, à l'époque. J'imagine que certains d'entre vous pourraient s'inquiéter des nouvelles initiatives fiscales et budgétaires prévues dans le projet de loi C8, découlant de la mise à jour budgétaire du 14 décembre dernier. Cela est tout à fait naturel et compréhensible. Après tout, le plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 a engendré des déficits budgétaires records et un bond spectaculaire de la dette du gouvernement fédéral depuis 2 ans. Mais à l'instar de l'ex-gouverneur de la Banque du Canada, M. Stephen Poloz, je suis d'avis que l'on peut difficilement accuser un pompier d'avoir utilisé trop d'eau pour éteindre un incendie. En effet, tous les gouvernements des pays occidentaux ont dû intervenir de façon massive et enregistrer des gros déficits pour éviter la contraction brusque de l'économie au printemps 2020 ne dégénère en dépression économique similaire aux années 30. D'ailleurs, disposant d'une marge de manœuvre financière nettement plus considérable au fédéral que du côté des provinces, ce n'est pas surprenant que ce soit le gouvernement fédéral qui a pris le leadership et a soutenu les entreprises et les travailleurs canadiens. Mais qu'on se le dise, make no mistake, tout cela a été rendu possible en raison de l'assainissement des finances publiques qui a été mis en place au cours des 2 décennies antérieures par des gouvernements précédents. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Il est juste d'affirmer que le ratio d'endettement s'est détérioré durant cette pandémie, passant de quelque 30 du PIB à 46,5 au 31 mars dernier.
En se basant sur les chiffres publiés récemment par le directeur parlementaire du budget, le service de la dette fédérale représente aujourd'hui à peine 7 sous par dollar de recettes budgétaires, comparativement à 15 sous qui a été observé avant la crise de 2009, et sans aucune commune mesure aux 48 sous qu'on avait observés au début des années 90. Je me souviens, en 1995, que le Canada était menacé d'être sous la tutelle du Fonds monétaire international. On parlait d'une crise potentielle. Et c'est par la suite qu'on a eu le ministre des Finances, Paul Martin, qui s'est occupé de la situation. En fait, l'agence de notation américaine Standard & Poor's continue à accorder la cote triple A au Canada, soit l'un des rares pays du G7 à avoir maintenu cette excellente cote. Dear colleagues, I'm in the opinion that the Bill C-8 will be useful and will make a difference for many Canadians. Otherwise, I will not have agreed to sponsor it. Obviously, you can count on my vigilance as an economist and a nonpartisan senator who is independent of the political power in place to keep an eye on things in the years to come. After all, before embarking on new social programs or national guarantee income programs, this country needs to accelerate wealth creation and seriously address the causes of low levels of business investment if we are to realize our energy transition goals. This should be a guiding principle for our leaders to follow. We must avoid transferring to future generations the burden of present generation consumption of public goods and services. Like all senators in this chamber, I too am in favor of a more inclusive society. There is no doubt that this chamber will have to consider bills along these lines in the coming months and years. On the other hand, if we lose sight of wealth creation, we may one day do not have enough wealth to distribute and face huge criticism from our children and grandchildren. I think Greece's experience is a lesson for everybody here. Honorables sénatrices et sénateurs, je vais maintenant entreprendre la seconde partie de mon allocution, portant plus spécifiquement sur le projet de loi C-8, qui a pour but de mettre en œuvre les mesures figurant dans la mise à jour économique et budgétaire déposée en décembre dernier, ainsi que d'autres mesures particulières. La majorité des initiatives de nature fiscale ou budgétaire contenues dans le projet C-8 résultent du plan d'intervention du gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Il s'agit ici de mesures ciblées destinées à venir en aide aux provinces, aux agriculteurs, aux entreprises et aux travailleurs. Le projet de loi contient également un engagement antérieur du gouvernement fédéral pour tenter de freiner la spéculation immobilière provenant de l'étranger. Au cours des prochaines minutes, je vais faire de mon mieux pour vous vulgariser le langage parfois très opaque utilisé dans ce projet de loi. Chers collègues, j'aimerais d'abord parler des 4 modifications que le projet de loi C-8 propose d'apporter à la loi de l'impôt sur le revenu. D'abord, comme nous le savons tous, il a été établi qu'une ventilation et une filtration d'air adéquate constituent des moyens importants permettant de réduire la propagation de la COVID-19. L'offre d'un crédit d'impôt remboursable aux petites entreprises permettrait à celles-ci d'investir dans une meilleure qualité de l'air. Afin d'encourager les petites entreprises à investir dans la ventilation et la filtration d'air, le projet de loi C-8 propose d'introduire un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur les dépenses admissibles engagées pour l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui permettrait d'accroître l'entrée d'air extérieur et d'améliorer l'assainissement de l'air et la filtration de l'air dans les propriétés commerciales.
Les entreprises admissibles recevraient le crédit d'impôt à l'égard des dépenses admissibles allant jusqu'à 10 000 par emplacement, avec une limite des dépenses maximum de 50 000 pour l'ensemble des emplacements. Le crédit d'impôt pourrait être réclamé relativement aux dépenses admissibles engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, afin d'encourager les entreprises à agir rapidement. Deuxièmement, les dynamiques collectivités rurales et nordiques du Canada sont confrontées à des défis uniques quant à leur croissance économique et à leur résilience. L'éloignement d'un grand nombre de collectivités nordiques rend les voyages coûteux pour celles-ci, y compris les voyages essentiels pour les études et les soins médicaux. À l'heure actuelle, les habitants des régions éloignées qui ne reçoivent pas d'avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi ne peuvent pas déduire les dépenses de voyage au titre de déduction pour les habitants de régions éloignées. Par conséquent, ils ne bénéficient pas du même traitement fiscal favorable que ceux qui reçoivent des avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi. Le projet de loi C8 propose de modifier la loi de l'impôt sur le revenu et le règlement de l'impôt sur le revenu afin d'élargir l'accès à la composante voyage et déduction pour les habitants des régions éloignées, aux particuliers qui ne reçoivent pas d'avantages relatifs aux voyages tirés de l'emploi. Troisièmement, pendant la pandémie, les enseignants du Canada ont fait preuve de beaucoup de résilience et ont soutenu des initiatives pour assurer que leurs élèves continuent de recevoir une éducation de haute qualité. Souvent, ces efforts incluent l'achat de fournitures scolaires qu'ils paient de leur propre poche. Pour appuyer les enseignants et les éducateurs de la petite enfance, le projet de loi C8 propose de modifier la loi de l'impôt sur le revenu et le règlement de l'impôt sur le revenu afin d'augmenter le taux de crédit remboursable des fournitures scolaires admissibles, qui passerait de 15 % à 25 %, de permettre aux éducateurs de réclamer le remboursement des coûts de fourniture qu'ils utilisent lorsqu'ils enseignent à l'extérieur de l'école et d'ajouter certains dispositifs électroniques à la liste de dépenses admissibles. Bonifier le crédit d'impôt offrira un grand soutien aux enseignants et aux éducateurs de la petite enfance pour leur permettre d'aider les enfants dans le cadre de leur apprentissage dans le difficile milieu de l'enseignement aujourd'hui. Quatrièmement, et reconnaissant qu'un grand nombre d'agriculteurs utilisent le gaz naturel et le propane dans le cadre de leurs activités, le projet de loi C8 propose de rembourser au moyen de crédits d'impôt remboursables les produits issus de la tarification de la pollution directement aux entreprises agricoles dans les provinces où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique, c'est-à-dire l'Ontario, le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta, à compter de l'exercice 2021-2022. On estime que les agriculteurs recevraient 100 millions de dollars pour l'exercice 21-22 de la redevance sur les combustibles. Les retours des années futures seraient plus élevés à mesure que la tarification sur la taxe sur le carbone, la tarification de la pollution augmente. Colleagues, Bill C8 also proposes several other important measures to address pressing issues. For example, housing affordability has become an important concern in Canada, with house prices surging in most parts of the country. Bill C8 proposes to introduce a new act, the Underused Housing Tax Act, which will impose a new 1% on owners of Canadian residential property in certain circumstances, effective in respect of the 2022 calendar year. This new tax will ensure that non-resident, non-Canadian owners, particularly those who use Canada as a place to passively store their wealth in housing in Canada, pay their fair share of Canadian tax. Beginning in 2023, certain owners of residential property in Canada
will be required to file a return for the prior calendar year in respect of each residential property they own. In this return, owners may be eligible to claim an exemption in certain circumstances, such as where the property is rented out on a long-term basis or is occupied by its owner as the primary place of residence. It should be noted that Canadian citizens, permanent residents of Canada, and certain Canadian entities will not be subject to the tax, nor will they be required to file annual returns. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes a joué un rôle vital pour nombre de petites entreprises pendant les grandes difficultés économiques provoquées par la pandémie. Il offrait des prêts sans intérêt assortis d'une radiation partielle dont près de 900 000 entreprises ont pu profiter. En janvier, la date limite du remboursement des prêts du compte d'urgence des entreprises canadiennes menant à une radiation partielle de ces prêts a été reportée du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 pour tous les emprunteurs admissibles en règle. Les petites entreprises étaient admissibles à un prêt sans intérêt pouvant atteindre 60 000 $, dont 20 000 peuvent être radiés si les prêts sont remboursés au plus tard le 31 décembre 2023. Le projet de loi C8 fixerait un délai de prescription de 6 ans pour toute dette due dans le cadre du programme, ce qui permettrait de garantir que les détenteurs du prêt du CUEC sont traités de façon uniforme, peu importe l'endroit où ils vivent dans le pays. Cette période de restriction est harmonisée avec d'autres programmes de soutien liés à la COVID, comme ceux qui sont visés par la loi sur les prestations canadiennes de relance économique. De plus, le projet de loi précise que la dette contractée dans le cadre du programme du compte d'urgence des entreprises canadiennes peut être déduite des montants dus ou compensée par ceux-ci en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu. La fixation du délai de prescription de 6 ans garantirait que les détenteurs du prêt soient traités de façon uniforme, peu importe l'endroit où ils vivent dans le pays. Le délai de prescription proposé offrirait une clémence maximale aux petites entreprises qui pourraient être contestées pour le remboursement de leurs prêts. Earlier, I spoke about the importance of proper indoor ventilation in reducing the spread of the COVID-19. Bill C-8 proposes a $100 million top-up on the Safe Return to Class Fund to provinces and territories to support ventilation improvement projects in schools. The $2 billion fund has helped provinces and territories work alongside school boards to meet the health and safety needs of their students to support in-person learning during the pandemic. The top-up to the fund continues to this support by specifically targeting ventilation-related improvement projects to reduce the spread of the virus in schools. Provinces and territories will have reasonable flexibility to spend their allocation on the ventilation-related improvement project that reflect their school needs. Examples of improvement projects include repair or replacement of heating, ventilation, or air conditioning units, increasing maintenance of existing systems to ensure optimized operation, or other improvements that bring in more outdoor air or result in the cleaner air, such as the installation of operable windows or portable air filtration units. Funding will be provided to provinces and territories based on proposal outlining the overall cost of each jurisdiction proposed project up to their maximum allocation. Chers collègues, il n'est pas nécessaire, j'en suis convaincu, d'insister sur l'importance de la vaccination comme l'un des moyens de protection les plus efficaces contre la COVID-19 ou pour nous-mêmes, nos familles et communautés.
De même, l'exigence d'une preuve de vaccination contribue à accroître la sécurité des espaces intérieurs, des rassemblements publics et des déplacements. Toutes les provinces et les territoires ont entrepris des travaux importants afin d'assurer que les Canadiens ont accès à une preuve canadienne de vaccination normalisée, que celle-ci est compatible avec l'exigence en matière de preuve de vaccination dans toutes les régions du pays. À cet égard, le projet de loi C-8 propose d'accorder au ministre de la Santé l'autorisation législative de verser des paiements de montant pouvant atteindre 300 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour leurs coûts associés à la mise en œuvre des programmes de preuve de vaccination contre la COVID-19 dans leur administration. En outre, en raison de l'élargissement considérable des programmes de dépistage et de contrôle des provinces et des territoires, y compris la fourniture de tests de dépistage directement aux Canadiens, la demande des tests rapides a augmenté en réaction aux éclosions et à l'arrivée du nouveau variant Omicron l'automne dernier. Ces initiatives vont ouvrir la voie à une autre augmentation accrue du dépistage à grande échelle dans les milieux critiques comme les écoles, les refuges, les établissements de soins de longue durée et la mise en œuvre du dépistage à l'appui des mandats de vaccination. Parallèlement à l'augmentation des cas en août 2021, les administrations ont commencé à mettre en œuvre des programmes de dépistage supplémentaires, y compris dans les écoles, et accélérer le dépistage en série des personnes symptomatiques ou asymptomatiques en milieu de travail. Cette augmentation de la demande est attribuable à des facteurs précis, notamment le maintien des activités dans les écoles et les lieux de travail, l'appui à la gestion des éclosions des résurgences, y compris le risque de résurgence en raison de l'augmentation de l'activité antérieure et des rassemblements du période des fêtes, ainsi que l'appui au mandat de vaccination par les gouvernements et le secteur privé et à la gestion des risques personnels. À cet égard, certaines provinces ont commencé la distribution, ont distribué au grand public des tests. Le projet de loi C-8 propose d'accorder 1,7 milliard de plus au ministre de la Santé pour l'acquisition et la distribution de tests de détection rapide d'antigènes aux provinces, aux territoires, ainsi que le milieu de travail. Finally, colleagues, one other item in the bill that I would like to mention is that the Bill C-8 also seeks to amend the Employment Insurance Act to avoid penalizing seasonal workers who will have qualified as seasonal employment insurance claimants under the Seasonal Worker Pilot Project, but as an unintended consequence of the timing of the pandemic income supports could not benefit from the program. Monsieur le Président, honorables collègues, les mesures proposées dans le projet de loi C-8 dont j'ai parlé sont des changements importants qui aideront les provinces et de nombreux Canadiens à traverser toute cette pandémie et contribueront aussi au redressement de l'économie. Je tiens en terminant à remercier la vice-présidente, la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, et le représentant du gouvernement à cette Chambre, le sénateur Marc Gault, de m'avoir offert cette opportunité de parrainer ce projet de loi C-8. Honorables sénatrices et sénateurs, je tiens surtout à vous remercier pour votre indulgence, votre compréhension et votre flexibilité aujourd'hui en m'ayant permis de partager mes motivations à devenir sénateur et avant de traiter de plus en détail de ce projet de loi C-8. Merci. Thank you. Miigwech.